Vous écoutez Cinéphiles de notre temps. Je suis ici aujourd'hui parce que j'ai fait quelques films. Quoi qu'il en soit, du fait d'internet, de Netflix, du streaming, le cinéma est en train de se dissoudre, le grand écran se subdivise en une multitude de petits écrans, ce qui cause pas mal de stress au sein des défenseurs nostalgiques du cinéma. Pour moi, ça ne compte pas. En réalité, ça me plaît, parce que le corps humain évolue, change, et le cinéma étant affaire de corps, cela fait sens qu'il se transforme également. Si les films disparaissent un beau matin, je n'en aurais rien à faire. Dire le contraire, leur donner ce statut, c'est en amputer la vie. Et c'est David Cronenberg qui a dit ça lors d'une conférence en 2018 à la fac de Toronto. Voilà. J'ai hésité sur... dès que j'ai entendu le corps, je me suis dit, ah, ça ressemble à quelque chose que Cronenberg pourrait dire. Et qu'il avait dit en partie dans Uzbek Erika, d'ailleurs, quand je l'avais lancé sur le futur du cinéma. Et donc toi, elle te parle un peu cette citation ou pas ? Moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez attaché à la salle de cinéma, à l'expérience en fait collective qu'elle représente. Après, effectivement, le cinéma, il peut se jouer, et on le voit bien avec la multitude des nouveaux moyens de narration par l'image. Quand je dis ça, je pense par exemple à la réalité virtuelle. T'as plein de nouvelles manières de faire cinéma. Ou quand t'as un Park Chan-wook qui va aller prendre son iPhone il y a déjà 10 ans et qu'il en fait un très bel objet cinématographique. En fait, finalement c'est pas si grave si le cinéma se subdivise. Je pense que c'est un peu... Tant qu'il reste une espèce de virus qui attaque plein de lieux différents et que la salle de cinéma subsiste, moi ça me va. Ouais. Moi, y a pas de... Moi ça me va. Bah, c'est très bien. On va embrayer sur ta présentation. Donc notre invitée d'aujourd'hui est un petit peu spéciale parce que c'est avec elle que j'ai fait mes premiers pas radiophoniques au sein de la rédaction d'Uzbek Erika. Nous avons discuté ensemble de sa passion pour Joël Pomera, de ses discussions dans un bac à sable avec le chanteur de Rammstein et du lien si particulier qui la rattache à l'Allemagne et à Berlin. Elle a d'abord travaillé au sein des théâtres allemands, puis a mis sa voix juste et espiègle au service de la radio, d'abord au sein de Radio Corax, puis à l'atelier numérique chez BFM Business, et enfin dans les podcasts futuristes du média Uzbek Erika. Sa passion pour le cinéma peut sembler un petit peu plus discrète aux premiers abords, mais elle contamine fréquemment, on parlait de virus, elle contamine fréquemment ses analyses et réflexions et oriente son regard sur le monde. Elle a interviewé les plus grands, Cronenberg et Park Chan-wook pour ne citer qu'eux, et elle tisse les liens entre tous les arts pour porter sur eux un regard curieux et plein de désir, et le cinéma ne fait pas exception. Bienvenue, Lila Megrawa, et merci de venir dans notre émission. Alors, on va commencer ce petit portrait cinéphilique par un si j'étais, un petit portrait chinois. Donc, on t'a posé 3 questions. On t'a demandé tout d'abord si t'étais une langue ou une voix au cinéma. Laquelle serais-tu ? Si je dois répondre directement à la question, ce serait naturellement Delphine Seyrig, sans aucun doute. Donc Delphine Seyrig, moi je pense que la première fois que j'ai dû tomber sur sa voix, ça devait être dans Peau d'âne, la fée des lilas. Je m'appelle moi-même Lila, donc ça m'a un peu interpellée. Mais cette voix, elle à la fois douce, au rythme singulier, où en fait tu sens qu'elle vient de langue. Il me semble qu'elle est née au Liban. Elle est née au Liban, mais il me semble qu'elle a un arrière-plan, un background exactement anglophone. Et c'est cette voix au timbre inimitable, quoi.
on a eu une Delphine Seyrig et je pense qu'on n'en aura plus jamais d'autres. Alors, à la limite, tu peux avoir Jeanne Balibar, dont j'adore la voix aussi. Je crois que j'ai dû vous répondre Jeanne Moreau aussi. Oui, c'est ça, Jeanne Moreau qui a un timbre qui n'est pas si éloigné, moi, je trouve. En fait, je me suis rendu compte, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, en écrivant, et juste après, j'ai dû mettre la narratrice dans India Song, et je me suis dit, c'est dingue, parce que s'il y a bien 2 actrices duraciennes, c'est Delphine Seyrig et Jeanne Moreau. C'est vrai. Jeanne Moreau. Donc, ça faisait sens. Ouais, sensé. Mais oui, mais justement, tu nous as répondu la voix, mais aussi, quelque part, la langue, parce que la langue de Duras, elle sonne de façon très très particulière dans leur bouche aussi, enfin, c'est vraiment... Ouais, et puis c'est une voix qui accepte... c'est une voix au cinéma qui, en fait, embrasse les silences et le souffle et la respiration. Et en fait, tu sens que ça fait partie de l'écriture de Duras. C'est aussi important que les mots. Mais t'as embrayé, pardon si tu voulais rajouter un truc, mais t'as embrayé aussi sur la question du doublage qui était hyper intéressante. Oui. Parce que là, tu nous parlais de Delphine Seyrig et de Jeanne Moreau qui ont des voix, en effet, assez envoûtantes et assez chaudes et assez remplies. Et tu nous as répondu en doublage par des voix d'hommes qui avaient un petit peu le même profil. En fait, le doublage est une histoire assez particulière avec le doublage enfant. Je voulais devenir doubleuse. Et j'avais pas compris qu'il s'agissait de comédiens. Et en fait, c'est grâce à cette espèce d'obsession pour les voix. Enfant, j'étais capable de dire tiens, la voix de Seyard dans tel anime japonais, tu peux l'entendre dans tel film. Et c'était vraiment une gymnastique obsession. C'était une obsession autour de la voix. Et donc j'ai commencé, j'étais persuadée qu'il fallait connaître plein de langues. Et en fait, j'ai commencé à apprendre donc l'allemand, première langue, l'anglais, jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait, il s'agissait de comédiens avant tout. Et en fait, c'est assez rigolo parce que c'est à la croisée de plein de choses que je suis pas devenue, mais qui m'ont un peu travaillé. La radio, j'en ai fait, c'est très important. Pour moi, la voix, le théâtre, j'adore ça. Et je pense que le théâtre au cinéma, je crois que j'aime un cinéma qui est d'abord littéraire et théâtral. Et voilà, je sais plus quelle était la question, je me suis perdue, mais effectivement, la voix de Fedor Atkins dans Aladdin. Oui, qui est Jafar. Aladdin qui est Jafar. Il me semble que Atkins, c'est un grand comédien de théâtre. Tu peux d'ailleurs te rendre compte, les très grandes voix du doublage français sont assez souvent de très grands comédiens de théâtre. Trop peu connus au cinéma, mais qui ont fait leur classe à minima au conservatoire et qui, parfois, certains sont même passés par la comédie française. Et je crois que l'autre, ça devait être... Jeremy Irons, alors je sais jamais comment le prononcer, ouais. C'est Iron ou Irons, mais c'était Irons dans Scar, et je sais Roi plus... Lion, ouais. Le Roi Lion, et je sais plus qui fait la voix de Scar dans le Roi Lion. Je sais plus qui fait la voix française de Scar, mais je sais que Fedor Atkins, justement, il a fait des voix françaises de Jeremy Irons, donc c'était assez marrant. Ces deux voix qui se correspondent finalement. Et une très belle voix, très, très profonde, très ample. Mais après, en fait, pas en apprenant à aimer le cinéma, mais en devenant de plus en plus intéressée, cinéphile. Cinéphile, je me suis un peu détournée en fait du doublage,
Et c'est à ça que je faisais référence en début de ma réponse. Je suis désolée, cette interview va être pleine de digressions. Mais c'est parfait. De digressions. En fait, ce qui est assez curieux, c'est que je tiens beaucoup à voir les films en version originale. Toujours. Et j'ai été interpellée par un ami là-dessus, qui m'a dit, mais au fond, si t'entends, si tu comprends la voix, enfin l'anglais passe, tu peux apprécier le jeu de l'acteur. Je parle allemand, très bien. L'italien, je le parle pas, je le comprends. Mais est-ce vraiment nécessaire de voir, je sais pas, par exemple, un film de Park Chan-wook en coréen? Bon. Et deuxième argument auquel j'ai pensé toute seule, je suis une fanatique des films de Visconti. Et c'est vrai que les films que j'aime de Visconti sont des films assez souvent au casting international. Il a fait tourner dans un même film, par exemple, tu vas voir Ingrid Thulin, qui était l'une des égéries de Bergman. Il va faire tourner Thulin dans un même film, Helmut Berger, qui était allemand-autrichien, je crois, enfin, qui n'est pas mort, qui est allemand, pardon. Dirk Bogarde, ouais, c'est vraiment Silvana Mangano, c'est vraiment des castings internationaux et bien en peine, bien malin, celui qui peut te dire tiens, j'ai vu Les damnés en version originale. La langue de tournage était très probablement à la fois la langue anglaise, l'italien et... Oui, et c'est vrai que les films de cette époque, surtout dans le cinéma italien, surtout ces productions, elles sont tout le temps post-synchronisées de toute façon. Mais oui. Et c'est valable aussi bien pour ce genre de production que pour des films plus d'exploitation, les films de Dario Argento, Mario Bava, tout ça. Enfin, impossible de dire si on les a vus en version originale, en fait. Peut-être qu'on passe à la prochaine question. À la prochaine question du portrait, oui. Alors, on t'a demandé une ville de science-fiction, une ville futuriste de cinéma dans laquelle t'aimerais habiter. Et t'as un peu tordu la question, t'as répondu différemment. Mais c'est intéressant parce que tu nous as à la fois répondu par une île, donc celle des Garçons Sauvages de Bertrand Mandico, et par une autre réponse aussi, le Paris monochrome mais tellement divertissant de Playtime de Tati. Et en fait, tu nous as quand même répondu donc par une nature organique, inquiétante, luxuriante, et par une ville monochrome, futuriste, burlesque quand même. Très grise, très froide aussi. Donc c'est une réponse très contrastée. Ouais, mais qui reste ludique. En fait, j'étais super embêtée quand j'ai vu une ville de SF dans laquelle j'apprécierais habiter. Et je me suis dit, ok, Brésil, j'adore, Blade Runner, j'adore, mais never ever, j'aurais envie d'y habiter. C'est affreux. C'est affreux, la ville de SF est assez souvent dystopique. Et t'as pas envie de te vautrer dedans. Dieu non. Et et donc j'ai un peu grugé en me disant, alors attends, Playtime, effectivement, je pense que ce qui est assez représentatif, c'est la toute première scène qui se déroule dans un aéroport, je crois. À la sortie d'Orly, je crois bien. Ouais, c'est ça. Et en fait, pendant 4-5 minutes, moi, je me suis posé la question. Je me souviens m'être posé la question. Alors, on est où ? On est quoi ? On est dans un hôpital. En fait, tu as une série de blocs. Tu as une infirmière qui va passer. Donc, à ce moment-là, tu te dis, OK, on est dans un hôpital. Ensuite, tu vas avoir un homme d'affaires pressé, tiré à 4 épingles qui passe. Tu te dis, on est peut-être dans un bureau. Et puis, la caméra bouge. Et là, tu te dis, ah,
d'accord, je suis dans un aéroport. Donc effectivement, la ville de Playtime, c'est une multitude de blocs et de salles à l'infini, uniformes. Cette uniformité, tu la retrouves aussi dans les personnages mêmes, mis à part Monsieur Hulot, ouais. Mais à la fois, c'est une ville qui accule son habitant, qui pousse l'habitant à être un peu un sujet d'exposition, limite un objet d'exposition, mais à la fois, c'est une ville ludique. On le voit, je sais pas, c'est une ville... On dirait un peu des trucs des espèces de tapis pour enfants. Ouais, non, mais on va faire des petits jeux de voiture sur les tapis. Enfin, moi, ça m'a donné un peu cette impression-là. Oui, t'as ça, sinon je pense la scène, je crois, dans le restaurant qui se transforme en boîte de nuit. T'as un mec qui tombe en permanence et en fait qui s'embrique dans les meubles, ou toute cette scène... avec Monsieur Hulot qui se retrouve dans une espèce de semblant, on ne sait pas bien si c'est une foire ou si c'est un centre commercial, tant les stands se ressemblent, mais on le voit s'amuser avec les meubles et en fait avec la matière en cuir des fauteuils. Et en fait, tout est jeu, quoi. Tout est jeu, Après, c'est une ville qui est drôle à habiter si on la voit justement avec les yeux de Monsieur Hulot, j'imagine. Oui. Parce que sinon, voilà, il faut avoir quand même cet esprit enfantin, effectivement. Quoi. Sinon, bonjour, ouais. Sinon, on va sur l'île de Bertrand Mandico. Et oui, pourquoi alors je sais pas. pour le week-end, petite résidence secondaire. Non, mais c'est quand même la ville... Non, pas la ville. Je lis la pièce. L'île. L'île pleine de... En fait, vous m'avez lancé sur la SF, donc je me suis dit, je vais pas répondre par de la SF, je vais répondre par du fantastique que je pourrais aimer. Et l'île de Mandico, c'est l'île qui t'évoque un peu... je sais plus comment elle s'appelle, cette œuvre. L'île du docteur Moreau. Oui, c'est ça. C'est ça, hein, c'est inspiré de... Donc cette île qui est sensuelle, pleine de formes inconnues, de fruits qui s'apparentent à la fois des organes génitaux et cette île qui est organique, quoi. Où tu sens... Qui suinte un truc, tu sais pas si c'est... bon ou si c'est dans le sens bon ou mauvais, pas dans le sens bien ou mal. Je sais pas si c'est bénéfique même bon à manger ou mauvais à manger. Enfin, il y a un truc très... Ça reste de l'incertain. Ouais. Si c'est doux à toucher ou si c'est répugnant. Enfin, il y a un truc où... Mais tu trouves ça ludique aussi ou c'est une île dans laquelle t'aimerais habiter parce que justement là on se coupe de la ville et il y a quand même un esprit d'aventure qui contamine aussi l'esprit un peu de survie. Est-ce que tu essayes de survivre ou est-ce qu'au contraire tu acceptes de te vautrer dans l'appel au sens que représente l'île. Je sais plus c'est à quel moment du film où tu as un des garçons sauvages qui tombe sur cet arbre en fait qui embrasse et qui fait plus que ça. Tu peux littéralement forniquer avec l'arbre. C'est un arbre femme. Il pourrait très bien se laisser aller au plaisir d'essence. Et, est-ce que tu choisis ça ou est-ce que tu choisis de survivre et de... Ouais, moi cette île, pourquoi pas, quoi. On va rester un peu dans le thème de la fête et du ludique parce qu'on t'a demandé en 3e question une scène de danse et de boîte de nuit au cinéma. Et tu nous as répondu dans un premier temps par la reprise de la Dolce Vita par Sorrentino qui s'appelle La Grande Bellezza et les scènes d'ouverture notamment. Ah, c'est marrant que tu dises la reprise de la Dolce Vita. Non, et c'est intéressant que tu... Oui,
Ouais, effectivement, ça peut être vu comme une revisite, là, Toi, tu l'as Dolce vu comment? Vita. Ouais, la référence à Fellini est très claire et pas que dans ce film d'ailleurs. Mais ouais. Non, mais c'est cool. Je vais le revoir. Je vais le revoir en pensant à ça. Mais oui, c'est pas à proprement parler, je crois, une scène dans une vraie boîte de nuit. C'est une soirée balcon. privée. Ouais. C'est une soirée privée. Il célèbre donc le personnage principal qui est incarné par Tony Servillo, cet incroyable acteur italien, comédien de théâtre aussi, excellent comédien de théâtre. Dans cette scène, Jep est un chroniqueur mondain et en fait il célèbre son anniversaire dans une boîte. Il passe cette reprise d'un tube italien. A fa l'amore come in château. Et ce que je trouve dingue dans cette scène, il me semble, je suis pas très sûre, je sais pas si c'est vraiment filmé en plan séquence, mais en tout cas la mise en scène et la scéno est dingue. Tu peux regarder à gauche, à droite, en haut de l'écran, en bas, y a à boire et à manger, tu peux te la repasser, en boucle. Alors je sais, c'est incroyablement fluide. Alors je sais que en France, et moi j'en faisais partie, en France, Sorrentino n'est pas forcément le cinéaste le plus apprécié. Moi je me souviens que Sorrentino, j'ai dit très longtemps La Grande Bellezza. Je crois que quand j'en étais sortie, j'avais dit j'aimerais bien l'aimer ce film, mais c'est trop beau, c'est trop évident, c'est claquant, trop. peut-être. Ouais, c'est ça. T'avais un petit côté trop parfait qui en devient vulgaire. Et je me suis rendu compte que La Grande Bellezza, je pense que c'est sûrement l'un des rares films que je me passe en mode consolatoire. Au moins une fois, ouais, au moins une fois par an. On va y revenir. Tellement je le trouve... ouais, je le trouve parfait, ce film, en fait. Je trouve parfait. En fait, assez bizarrement, avec le temps, j'apprécie en fait cette espèce de désir d'ultra mise en scène qui aujourd'hui on dirait ok c'est une esthétique de pub, mais pourquoi on va dire d'un Sorrentino c'est un peu dégoûtant, c'est un peu vulgaire. Tu vas voir je sais pas, tu vas revoir le cinéma de Fellini, c'était peut-être aussi grandiloquent. Exactement, aussi grandiloquent, aussi par moments vulgaire aussi. Et pourquoi d'un Fellini on va apprécier ce pelotonné dans son cinéma, et pourquoi un Sorrentino on n'accepterait pas de lui ce désir de mise en scène et en fait de lyrisme au cinéma. Et je pense qu'au cinéma, j'ai eu beaucoup de mal très longtemps à dire ouais, en fait, les gros, je sais pas, les films qui s'apparentent presque à des opéras, au début, je me dis moi, c'est un peu vulgaire, c'est un peu... c'est trop, quoi, un peu de décence, un peu de modestie, les gars. Et avec l'âge, je suis pas si vieille que ça, mais avec l'âge, j'adore, quoi. C'est l'appel des choses baroques. Ouais, c'est ça. Donnez-moi du baroque, donnez-moi du lyrisme, donnez-moi un peu de sentiments exacerbés, donnez-moi un peu de beauté. C'est tellement moche, quoi, ce qui nous entoure. Allez-y. On va avoir l'occasion de parler d'autres films désespérés et mélancoliques, notamment dans notre deuxième catégorie, circonstances et conditions de visionnage, en fait. On t'avait déjà posé comme première question un film que tu as été obligé de voir en dehors des canaux traditionnels.
Et tu nous as répondu, et à mon avis, t'es pas du tout la seule. Bah ouais. Tu nous as répondu par La maman et la putain de Jean Eustache, qui est Ouais. aussi un de tes films préférés. Et tu n'es pas la seule non plus, je pense. Mais c'est intéressant parce que je pense que ça fait des décennies que les cinéphiles n'ont pas découvert La maman et la putain dans les conditions dans lesquelles il devrait être vu, en fait, ce film. Je crois que la dernière fois qu'il a été diffusé à la télévision, c'était 2013. C'était pour le décès de... Ouais, Bernadette Lafont. Lafont. Mm. Et moi, il me semble qu'il y a quelques années, il a dû... Il est passé à la cinémathèque. C'est ça. Oui. Et j'étais dégoûtée, Moi, j'ai j'y étais. pas eu de place. Soit j'ai pas eu de place, bah je t'en veux alors. Je suis jalouse. Ils l'ont passé même J'ai- 2 ou 3 fois parce Oui, non, mais qu'il était c'est ça tout le temps qui complet fait en fait. Non, mais il était vraiment. C'est vrai que. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça met vraiment en valeur le gros problème qui est autour du film. En termes de droit. Ah, oui, j'étais en train de chercher. Alors attends, le gros problème du Oui, film. que le fils de Jean Eustache bloque complètement. Mais ouais, mais le droit. apparemment, j'ai lu donc Boris Eustache, je crois. J'ai lu qu'en fait, il avait peu ou prou pas de problème avec le fait que le film soit diffusé sur Internet. Mais en fait, il a un refus, je crois, de la diffusion en DVD. Et après, t'as eu quand même pas mal de diffusions à la télé. C'est étrange. Mais du coup, tu l'as découvert dans quelles conditions? Je sais même plus, mais je pense que ça doit être lié à mon obsession-fascination. S'il y a bien quelqu'un que j'aimerais, si jamais il y a des personnes qui peuvent rendre ça possible, qui m'écoutent, s'il y a bien quelqu'un que j'adorerais rencontrer et même plus interviewer, c'est bien Jean-Pierre Léaud. Moi, et je pense que La maman et la putain, j'ai dû voir La maman et la putain suite à, je sais pas, peut-être la saga Douanel ou... Je sais plus comment je suis tombée dessus. Soit c'est ça, ou soit j'ai dû tomber parce que j'aimais beaucoup un titre de Diabologum qui reprend en fait le monologue qu'on entend à la fin du film, le monologue de C'est ça. Véronica. D'ailleurs, je vous invite à Très écouter belle la... chanson. C'est très très beau. Et tu as aussi, tu peux entendre, tu as une autre occurrence du film, tu peux entendre aussi sa voix dans une émission qui passait sur France Inter, je crois, qui était une série de petites pastilles sonores et où tu l'entendais et il flottait dans son jardin, tu sais, avec cette voix très fleurie de Lebrun, je crois. Françoise ça, Lebrun, oui. c'est ça Françoise Lebrun. Donc je sais plus, mais je pense que l'explication la plus plausible, ça doit être mon obsession pour Jean-Pierre Léaud. Et tu te souviens pas d'avoir cherché le film justement ou si c'est quelqu'un qui te l'a passé Je sais ou plus. vu qu'il est pas facilement accessible Je quand même. pense que j'ai dû tomber sur... j'avais pas le choix, il n'y avait aucun moyen légal, je m'en défends, il n'y avait aucun moyen légal. Tous les films que j'ai vus dans ces conditions-là expliquent ce procédé. Mais en fait, il y avait énormément de films que je trouvais sur Freaky Flix, qui était un forum, je sais pas s'il existe toujours d'ailleurs. Il y a toujours une page Freakyflix après, Ouais, à mon avis, il est plus trop actif. Je pense plus que ce soit très, très actif. Mais en fait, c'était un forum, donc début des années, on va dire 2010, peut-être avant. La maman et la putain, j'ai dû le voir 2003, je crois. En 2003. Et donc, en fait, c'était un forum où il te fallait une espèce de sésame. Il fallait qu'un pote ou une pote te file un mot de passe. Moi, j'en avais pas, mais je sais plus comment je l'avais fait. Non pas que j'avais pas d'amis à l'époque, hein, mais j'avais pas d'amis qui avaient un sésame pour accéder au forum Freakyflix. Et en fait, dessus, t'avais des trésors, quoi. T'avais des films mais absolument introuvables. T'avais certains films qui n'avaient jamais été distribués en France.
Et en fait, ça menait vers des liens je crois, BitTorrent ou uTorrent. Et en fait, les gens sur ce forum s'engageaient à partager régulièrement des blocs de BitTorrent, des films qu'ils téléchargeaient. Donc en fait, il y avait une vraie solidarité, quoi. Tu charges, mais tu t'engages à continuer à transmettre un peu la bonne parole. Donc probablement j'ai dû tomber dessus, ou peut-être YouTube, mais je pense pas qu'il était accessible dessus. Ou peut-être il existait à cette époque des blogspots. Je sais plus comment tu tombais dessus, mais tu avais des blogs où en fait au sein d'une chronique de film, tu avais des liens, un peu des liens cachés, qui pareil menaient vers des liens de téléchargement torrent. Et c'est comme ça que tu as dû tomber sur La maman et Ouais, la putain. je pense. Parce qu'en fait, j'ai eu une phase où j'avais lu dans une biographie de Truffaut, je crois que c'était la biographie je vais me tromper de nom, Antoine Debec et Tobiana. Et il y a une anecdote qui m'a particulièrement marquée, où en fait on t'explique que Truffaut, à une période de sa vie, quand il était étudiant, il s'est contraint à voir 3 films par jour et à lire, je crois, au moins 3 livres par semaine. Et en fait, moi j'ai essayé de faire ça, bon, je n'ai pas toujours réussi, pendant 6 mois. Les 3 films par jour, je pense qu'on était pas loin. Et en fait, l'objectif, c'était vraiment... De manger du film et de la culture. Ouais, c'est ça. C'est vraiment te combler, quoi. Enfin, c'était une vraie frénésie. Après, c'est permis parce que j'étais étudiante et c'était possible. Donc, en fait, tous les expédients étaient importants, quoi. Freakyflix. Ce serait toutes les façons d'obtenir... Ouais. Mais c'est intéressant, Freakyflix, parce que ça me fait penser à certains réseaux qui existent aujourd'hui pour partager des films et qui ont quand même la même philosophie. Ouais. C'est-à-dire de mettre à disposition des films difficilement trouvables, en fait, parce qu'ils sont pas dans les canaux traditionnels, mais vraiment uniquement ces films-là, en fait. Et c'est de l'échange, c'est pas uniquement prendre ce qui nous intéresse, faut quand même avoir quelque chose à... Tu penses à quoi ? À La Loupe, par exemple, sur Facebook. Moi, je suis totalement à côté, je connais pas c'est un groupe Facebook qui... Partage des films rares et qui existe vraiment depuis le confinement, en fait. Ah, d'accord. La Loupe, ok. Et en fait, ils sont dans ce partage de fichiers de films rares pour les faire vivre autrement et de discuter autour de ces films qui sont plus vus dans les canaux traditionnels et encore moins sur Internet, parce que c'est des films qui, vu qu'ils n'ont pas de spectateurs, on ne les demande pas. Et donc, ils n'ont même pas accès on n'en a même pas accès en streaming illégal. Mais après, ça peut être une façon de mettre à jour le fait que ces films soient disponibles pour qu'ensuite ils redeviennent accessibles légalement aussi. Parce que moi, j'avais lu beaucoup autour de ces réseaux alternatifs pour récupérer des films, justement, et il y a beaucoup de programmateurs, de festivals, de cinémathèques, tout ça qui travaillent dans cette illégalité, on va dire, mais pour montrer ensuite les films je savais pas ça. Légalement, en fait. Il y a des programmateurs de festivals, quand ils veulent montrer un film rare, faut bien le voir avant, en fait, donc c'est intéressant. Tu veux dire qu'ils lâcheraient, pas sciemment, mais qu'ils feraient une espèce de petite fuite de certains films pour qu'ils aient une chance d'être demandés. Oui, il y en a certains, en fait, ils cherchent sur Internet, ils trouvent les films en question pour un programme, par exemple, et ils les voient, puis ensuite, je pense qu'ils vont chercher les ayants droit, ils vont quand même faire cette démarche pour ensuite montrer le film dans une salle de cinéma. Mais oui. Mais du coup, on a toujours besoin de cette illégalité relative, on va dire. Alors, comme tout est très très maîtrisé dans cette émission, on va revenir vers des canaux plus traditionnels et on va parler des salles de cinéma. Non pas en France, mais des salles étrangères dans lesquelles tu as eu les meilleures expériences de cinéma possibles.
Et tu nous as répondu avec beaucoup de salles berlinoises, et Ouais. allemandes en général d'ailleurs, parce que tu vis en Allemagne et que tu as l'habitude d'aller au cinéma là-bas peut-être. Ouais, je dirais, j'ai un peu découvert le cinéma bizarrement en Allemagne. Quand je dis bizarrement, c'est parce que j'aime pas trop le cinéma allemand d'aujourd'hui. Bon, mis à part Fassbinder, mais c'est pas d'aujourd'hui. Donc voilà, mais j'ai peu d'appétence, peu d'acquaintance avec le cinéma allemand. Mais en fait, le cinéma, j'ai un peu découvert en Allemagne. J'avais 15 ans, j'ai passé 6 premiers mois à Berlin. Et en fait, c'était l'année où Magnolia avait gagné Le film de le Anderson. film De de Paul Thomas. Pitié. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'il avait gagné l'Ours d'Or. L'Ours d'Or. Et en fait, j'étais à Berlin à ce moment-là. Et pendant 6 mois, j'ai développé une obsession pour ce film. Et en fait, il faut savoir qu'en Allemagne, ils n'ont pas une tradition des cinémas d'art et d'essai comme nous. Dans ce qu'ils appellent les programmes Kinos, où passe du cinéma d'auteur, il n'est pas rare d'avoir des films, par exemple, en version allemande. Oui, beaucoup plus qu'en France Ouais, d'ailleurs. beaucoup plus qu'en France. C'est très compliqué, quoi, du moins à l'époque. Et en fait, Magnolia, je crois que j'allais le voir, donc film de 3 heures quand même, j'allais le voir une fois, au moins une fois par semaine. J'acceptais de le voir en allemand. Et en fait, quand je trouvais une version originale, j'étais super contente, ce qui fait qu'en fait, j'ai découvert plein de salles à Berlin, quoi. Donc j'ai dû citer, je pense, le Delphi, peut-être la Store, qui sont plutôt des salles de Berlin-Ouest. C'est des très belles salles en plus. Hein, Très belles salles avec des rideaux rouges où tu es vraiment assise comme une reine. Je crois qu'à l'époque, je pense qu'ils le font plus. À l'époque, ils faisaient des entr'actes sur les films. Comme au spectacle. Ouais, exactement. Sur les films de 3 heures, moi je me souviens, j'avais dû voir donc Magnolia, j'avais vu Autant n'emporte le vent. Désolée, c'est mon petit côté schnulze, quoi, enfin romantique. C'est quand même fou de voir ce film au cinéma aujourd'hui. Ouais. Enfin, j'ai l'impression qu'il repasse pas tous les... Mais avec 36. une entr'acte, quoi. Et en fait, au bout d'1 heure et demie, c'était poum, il baissait les rideaux capiteux, rouges capiteux. Et en fait, tu étais invité à rejoindre la salle et tu disais, mais il n'est pas fini le film. Il y a quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Donc, il y a le Astor, t'as le Delphi, qui sont limite des théâtres, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Et il y a une autre particularité, je pense que j'ai dû vous envoyer un mail après, je me suis dit, mince, pourquoi j'y ai pas pensé. Je trouve qu'il y a une autre particularité en Allemagne, au niveau du cinéma, des salles de cinéma. Tu as assez souvent des salles qui sont un peu hybrides, à savoir que c'est à la fois des bars et des petits cinémas. Mais c'est marrant parce que pour avoir vécu 1 an à Berlin aussi, quand j'étais, ça se développait encore à ce moment-là, il y a 3-4 ans. Enfin, c'était vraiment en expansion. À Il Kino. C'est ça, Il Mais Kino. oui, c'est devenu mon cinéma. Et il y en a un autre qui est le Wolf Kino. Non, Aussi. j'ai pas encore vu. Mais c'est pareil, en fait, c'est vraiment... On rentre, c'est le bar directement, et la salle c'est un bar. est derrière. Et je crois que tu as ça aussi dans un autre quartier à Friedrichshain, le Tilsiter Lichtspiele. Oui. Et où c'est vraiment un vrai bar de quartier. Tu as vraiment des gens du quartier qui viennent, qui vont pas nécessairement aller voir un film après. C'est aussi un bar où tu peux encore fumer à l'intérieur et tout. Donc, tu as plein de conversations animées avec le tabac. Tu as vraiment l'impression de te retrouver dans les années 90 C'est un voyage dans le temps, en fait. Ouais, c'est vraiment curieux, quoi. Et tu as un ciné. Et moi, j'ai pas passé... en Allemagne, j'ai aussi vécu pendant 5-6 ans à Halle, qui est une petite ville
d'Allemagne de l'Est. Et en fait, là-bas, t'avais, et c'est aussi pour ça que j'ai pensé à ces salles un peu hybrides, t'avais le Zazie Kino, qui était un bar, mais alors vraiment de toute beauté, qui existe encore, hein, avec ses lumières rouges et tout, qui était une vraie invitation à parler cinéma après avoir vu le film. Ils avaient une très belle petite salle juste derrière, et pareil, une programmation vraiment pointue, beaucoup plus pointue qu'en fait le cinéma, la salle de cinéma, programme Kino de la ville, quoi. Donc t'avais ça, ou sinon t'avais la BIM, qui était un squat, où t'avais différentes... où t'avais différents événements, et tous les samedis et tous les dimanches soirs, t'avais une projection d'un film assez souvent qui était pas super bien distribué. Moi, je me souviens, j'avais vu Lady Vengeance de Park Chan-wook. Je parle beaucoup de Park Chan-wook. lui aussi, il a un style un peu grandiloquent, un peu lyrique. Mais ouais. Mais c'est marrant parce que autant dans tes chouettes cinémas et aussi dans les lieux, tu passes du, entre guillemets, petit squat, lieu un peu intime de cinéma où on a toujours cette expérience collective, à des choses très grandiloquentes, très proches du spectacle, un peu de cirque, etc. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je fais une super transition sur ma prochaine question, qui est, on t'avait demandé qu'est-ce qui pourrait être la salle de cinéma du futur, et tu nous avais répondu le PI1 de... J'aime pas du tout, ça me terrifie, mais qui est assez intéressante et qui est en fait une pyramide, enfin 2 pyramides construites par le fondateur du Cercle du Soleil, je crois bien. Et en fait, dans ces 2 pyramides, on a des écrans 4K qui encadrent, et on bouge dans les pyramides de manière, enfin debout, on se balade dedans, et on a toute la meilleure technologie, j'ai l'impression, qu'on fait en ce moment. Le truc a coûté 20 millions de dollars, je crois. Bah ouais, ça m'étonne pas, mais qui enfin c'est comme si on était dans un casque VR, j'ai l'impression, et on est complètement immergé dans le spectacle. Voilà, on peut se poser la question de est-ce que ce sera la salle de cinéma du futur, mais c'est quand même une expérience intéressante. Trop cher, quoi. T'imagines les coûts d'exploitation. En fait j'ai eu la chance, j'étais en voyage de presse à Montréal à ce moment-là, et dans le programme, merci l'office de tourisme de la ville de Montréal, en fait ils nous ont proposé d'assister à l'avant-première, à l'ouverture du PI1. Et donc, en fait, on déambulait pas forcément. Tu pouvais rester debout ou rester assis. Moi, assez rapidement, j'ai pris mon sac, je me suis allongée, je me suis dit, ok, on y va. Et en fait, je me suis fait la réflexion, ce serait tellement bien avec un vrai film, quoi. Parce que là, c'était plus... c'était plus de l'ordre du spectacle, de son et de lumière... un peu cheap, un peu pas très intéressante artistiquement. Pour le coup, vraiment vulgaire. Voilà. Pour le coup, vraiment vulgaire. Mais ouais, forcément, on se pose la question, qu'est-ce que ça donnerait si c'était un médium supplémentaire ? Si on devait imaginer des films appropriés, parce que c'est vraiment... vous avez des images partout, quoi. Vous êtes sous une énorme... Vous êtes dans une énorme pyramide, et donc en fait tu reçois vraiment les images en plein, quoi. Et puis surtout tout est très fort, très... Je sais pas, moi je serais curieuse, mais je pense pas que ce soit la salle de cinéma du futur. Tu concluais, on aura toujours nos bonnes vieilles salles. Ouais, grave. Oui. Mais on va passer donc à notre prochaine catégorie de questions, qui est cinéma, mémoire et sommeil. Et on t'a demandé un film que tu aurais aimé rêver, qui est un film très étrange. Pitch incroyable. Donc, il s'agit de La Chambre interdite de Guy Maddin. Et d'Evan Johnson. En fait, il me semble... Alors, je sais plus c'était quand. Je sais que le film, c'était il y a 5 ans.
2015. 2015. Et en fait, Guy Madine, je sais plus comment ça s'est passé. Guy Madine, qui est quand même un réalisateur qui est très travaillé par les thématiques de la mémoire, du souvenir, des archives. Il me semble que les deux, Evan Johnson, qui est un de ses disciples, on va dire, un de ses étudiants, ils ont travaillé sur une série de morceaux perdus, je crois, de films perdus, un peu, de Murnau, de Lang. Et en fait, sur la base de ce matériel, ils ont, au Centre Pompidou, puis après au Centre Phi à Montréal, en fait, ils ont organisé une série, ça s'appelait Séance, une série d'installations, de performances, où ils rejouaient un peu ces scènes. Avec des acteurs très très Exactement. connus en plus. Très le connus, casting est quand même... Tu retrouves... T'as qui? T'as Amalric, t'as Géraldine Chaplin, t'as Amira Kaza, je me souviens surtout des Français, t'as Adèle Haenel, t'as Charlotte Rampling, t'as Udo Kier, t'as... qui d'autre? Oh là là... Mais c'est un festival de très grands acteurs et qui en fait ont dû, il me semble que ce truc-là, ça a dû se passer sur plusieurs semaines. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, moi j'ai lu que à chaque début de... Alors j'ai jamais réussi à obtenir une place, ce qui est un peu énervant, et je suis tombée beaucoup plus tard par hasard sur ce film. Et il paraît qu'en début de chaque séance, Guy Madine demandait aux comédiens d'officier une espèce de séance de spiritisme. Donc on peut se dire, et je trouve qu'on le sent dans le film, on peut se dire que peut-être un peu de l'esprit de Fritz Lang, un peu de Murnau, peut-être a insuffler l'énergie des scènes. C'est un formidable hommage au ciné, du coup. Et c'est une succession, je crois, ça doit être une quinzaine peut-être d'histoires, une quinzaine de scénettes. T'as quand même un fil narratif, mais t'as plein de genres différents du cinéma qui sont représentés. C'est totalement erratique et c'est très beau, quoi. Très surréaliste. En gros, il me semble que ça commence dans un sous-marin, je crois. Sous-marin SS. Et donc, t'as, pour dire l'absurdité du pitch, sous-marin SS. Et donc, en fait, ils cherchent leur capitaine qui se trouve dans une chambre interdite. Et sur ce, arrive un bûcheron. D'où arrive un bûcheron qui, en fait, explique s'être fait voler sa fiancée par des brigands. Qui l'ont... et donc, cette fiancée est amnésique et on comprend qu'elle est devenue chanteuse de cabaret. T'as d'ailleurs un passage musical qui s'appelle The Final Derrière avec Udo Kier sur un obsédé de fesses. Et je crois que c'est sur une musique d'un super groupe, Sparks. Et d'ailleurs, vous pouvez voir des extraits sur YouTube de manière totalement légale. Cette fois-ci. Et vraiment, la chanson est drôle. Je sais pas si tu te souviens de ce passage. En fait, c'est une espèce d'objet étrange entre le songe très agréable et le cauchemar, quoi, parce que t'as quand même à un moment Géraldine Chaplin qui fouette, que tu vois avec son fouet. T'as quand même plein d'images un peu cauchemardesques, absurdes, et à la fois c'est très onirique et c'est très... Moi je suis tombée par hasard dessus. En fait, j'avais juste été attirée par l'affiche. Et je m'étais dit, j'ai pas très envie de rentrer chez moi. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, je suis entrée dans la salle et j'ai fait, mais c'est quoi ça?
Mais c'est quoi Et tu t'es ça? senti comment? Tu t'es senti un peu comme dans un rêve, justement? Ah non, j'ai Ouais. adoré, oui, oui. Mais exactement. Et je sais que j'ai dû me dire encore. Et j'y suis retournée. Et donc, en fait, j'ai pas fini l'explication, mais cette série de séances, donc en fait, le matériel, tout était filmé. Et donc, le film est le résultat de ces différentes performances, qui après, évidemment, avec la maestria et le travail de monteur, montage de fou, de Guy Madine et d'Evan Johnson, ça donne cette espèce d'objet, je sais pas combien de temps dure le film, 1h30 1h30, ouais. Un peu plus, peut-être. Peut-être plus. Il est assez long, quand même. Peut-être plus, mais en fait, Tu t'en rends pas compte, c'est comme dans un rêve, ça passe très vite. C'est trop bien. On va rester dans ce thème de film un peu dur avec des visions un peu cauchemardesques parce qu'on t'a demandé pour notre séquence carte blanche de nous décrire une scène. C'était ton choix, Lila. Hein. Comme si tu y étais. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ça. Mais donc, quel film as-tu choisi? J'ai choisi Répulsion de Polanski. Me jetez pas des cailloux, c'est un très bon film. Et d'ailleurs, vu le sujet, c'est troublant de revoir ce film à l'aune du Polanski. C'est exactement ce que je me suis dit hier. La personne qu'on connaît. C'est ce que tu... En revoyant effectivement des extraits pour l'émission, je me suis fait la même réflexion. C'est dingue. C'est le deuxième long métrage de Polanski. Je crois que c'est un film de 65. Il le considère comme un brouillon, en plus, comme un petit film. Ah oui? Ouais. C'est sûrement, enfin, de ces 3 films sur la schizophrénie, avec, je crois, Rosemary's Baby... Et le locataire. C'est sûrement le plus intéressant, quoi. Sûrement, en tout cas, le plus inventif. Et donc, en fait, c'est un film qu'il a tourné avec Deneuve. Donc, pareil, encore une fois, c'est troublant, parce que Deneuve, aujourd'hui... Ce qu'elle dit... Oui, voilà, est vraiment à l'opposé du film. Et Deneuve, qui était fraîchement auréolé du succès des Parapluies de Cherbourg, il me semble, tourne ce film. Et Deneuve incarne on va dire, une assistante esthéticienne. En fait. Oui, elle est manucure, d'accord. Dans un salon de beauté. Elle vit avec sa grande sœur. Et on remarque que, bon, elle a peut-être un petit problème avec la sexualité. Et avec les hommes. Et les hommes, dans ce film, sont représentés comme des prédateurs sexuels constants, avec aucune notion du consentement. Donc en fait, c'est très troublant. Très actuel. C'est très actuel. Et en fait, de se dire que ce film a été tourné par Polanski, alors soit on se dit... en fait, il tournait un film sur un thème qui, de toute façon, le fascinait ou peut-être le troublait déjà à l'époque, mais ça me paraît très fou. Mais ouais, c'est vraiment un film aussi sur la prédation masculine. Et donc, en fait, ce personnage-là, de Carole, sombre peu à peu dans la démence. Sa grande sœur part en vacances avec son amant, que Carole ne supporte pas. Hein. Et donc, elle reste en huis clos dans l'appartement et sombre peu à peu dans la folie. Et tu as choisi de nous décrire avec tes mots la scène de l'assassinat. Donc, petit spoil, mais bon, je pense pas que ce soit... Il y a 2... on ne sait pas vraiment si c'est un vrai assassinat. Moi, je me suis posé la question juste à la fin. Je sais pas ce que t'en penses, Clément. Parce qu'en fait, elle commence à... Est-ce que je le raconte première personne ou... Comme tu veux. Comme tu veux. Ok. Donc, en fait, c'est une scène où on est à peu près, je dirais, à la moitié du film. Ouais. À la moitié du film, ça fait 3-4 jours qu'elle est enfermée.
et elle entend une énième sonnerie de téléphone. Le téléphone, en fait, le bruit du téléphone, cette sonnerie est récurrente dans tout le film. De toute façon, tout le travail sur le son est dingue, quoi. T'entends la moindre goutte d'eau, les pas, le tic-tac des horloges. Tout est fait, en fait, pour t'angoisser. T'angoisser, toi aussi, et pour figurer l'angoisse aussi du personnage. Et donc, elle entend une énième sonnerie de téléphone, et juste après son prénom ailé à travers la porte, elle regarde et elle voit en fait, on ne sait pas si c'est son fiancé ou si c'est un homme qui la courtise, qui d'abord lui dit qu'il s'inquiète, qu'ils ont besoin de parler, qu'il faut qu'il lui parle et machin. Il lui dit de toute façon t'es conne, je vois ton ombre en fait, donc je sais que t'es à l'intérieur, réponds-moi. Et en fait de doux il devient très rapidement agressif, et donc il entreprend de défoncer la porte. D'ailleurs, c'est assez troublant parce que tu piges qu'il y a une espèce de va-et-vient. T'as un moment où elle regarde, t'es vraiment dans son point de vue à elle, Deneuve. Tu la vois voir donc ce mec se précipiter en courant vers la porte. Il enfonce la porte, et là, elle est sidérée. Et il commence à s'excuser en disant « Oh, je suis vraiment désolée, c'est peut-être un peu sordide. C'est peut-être un peu sordide, mais il fallait absolument que je te parle. » T'as une bonne femme, t'as une voisine qui arrive, qui observe la scène pendant 30 secondes. Quand le mec se rend compte qu'elle est en train d'observer ce qui se passe, il ferme la porte, et là, la scène bascule, et le personnage commence à frapper, et le tue, en fait. Et donc la scène se termine sur cette espèce de sang trop épais pour être du vrai sang. Ce sang très épais, que tu devines, le film est en noir et blanc, hein, mais que tu devines très rouge, et d'un rouge vraiment crassouille, quoi. Et la scène d'assassinat est assez folle parce que moi je trouve que ça figure dans ces différentes étapes un viol, en fait. T'es vraiment dans le... Il force le passage. Oui, s'il te plaît. Assez rapidement agressif. Ensuite, t'as le va-et-vient, quoi, pour forcer. Une fois qu'il est arrivé, il s'excuse, un peu gêné, en disant « Mais en même temps, tu m'as un peu obligée, chérie. » Elle est dans un état de sidération. Bon, on vient après l'assassinat, mais c'est encore autre chose. Mais ce film, moi quand je l'ai vu la première fois, je l'ai trouvé fou. Et en y réfléchissant, là, aujourd'hui... Bah oui, en fait, c'est en y réfléchissant aussi que je me suis dit, à l'aune de tout ce dont on parle maintenant, en fait, et que je me suis dit, en fait, c'est fou qu'il ait pensé ce film, en fait. Oui, c'est un film où tous les hommes sont des prédateurs sexuels. Et c'est un film qui met... Je crois d'ailleurs, on devine qu'il y a un inceste quelque part. C'est révélé à demi-mot à la fin, en fait. C'est pas un film sur l'hystérie féminine, qu'est-ce qu'elle est chiante, pourquoi elle se refuse à ces hommes qui la courtisent et qui ne lui souhaitent que du bien. Les hommes représentés sont représentés, qu'ils soient bien intentionnés ou du moins chaleureux à premier abord, sont tous représentés comme des mecs qui bafouent la notion de consentement. Et là, c'est même pas comme si on plaquait une lecture d'aujourd'hui sur le film, en fait. C'est vraiment montré comme ça, là. Y a pas non, mais c'est ça. Enfin, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, en fait. C'est ça qui est fou. Mais ouais. Revoyez Répulsion. Il est assez facilement trouvable. Il est aussi sur YouTube. Ouais.
Mais waouh, merci pour cette belle description. Dans la catégorie cinéma et transmission, on t'a demandé un film pour montrer à Berlin que toi tu aimes, justement. Et en fait, tu nous as finalement répondu par quelque chose d'assez récent, un film qui s'appelle Oh Boy de Jan Ole Gerster. J'ai pensé d'abord, mais je l'aime pas trop ce film. J'ai d'abord pensé à Berlin Calling, qui est un film avec le producteur de musique électronique, Paul Kalkbrenner. Mais là, c'est vraiment c'est le contre-pied, quoi. Il y a du jazz, il y a c'est en Ouais, noir et c'est blanc. ça. C'est une déambulation, en fait, dans le Berlin d'aujourd'hui, d'un jeune étudiant qui est une espèce de beautiful loser et qui, en fait, se retrouve un peu maltraité par les gens et par la ville. C'est pas un film très ambitieux, c'est joli. Oui, c'est ça. C'est joli et tout ça, donc noir et blanc, dans un noir et blanc assez chiadé, un peu à la façon Francis A. de Baumbach. C'est la même qualité de noir et blanc. Et d'ailleurs, je trouve que c'est assez... si t'as un cinéaste new-yorkais qui est probablement un adorateur de la nouvelle vague, c'est peut-être Baumbach. Donc c'est assez rigolo de se dire, en fait, ce film... Et c'est aussi, je trouve, un peu à côté de cette tendance du cinéma allemand qu'on connaît. Hein. Malheureusement, c'est sûrement qu'un pan du cinéma allemand, mais le cinéma allemand qui arrive aujourd'hui en France est un cinéma, pas de conte de fées historique, mais un petit peu... C'est toujours le même genre, en fait, de film... basé sur un pan de l'histoire allemande. Et quand c'est joli, quand ça traite pas la Seconde Guerre mondiale, quand c'est plutôt joli, ça va traiter l'ostalgie. Ce qu'on appelle l'ostalgie, c'est la nostalgie, la mélancolie face à la période d'Allemagne de l'Est. Oui, ça comme Goodbye Lénine. Tout à fait. Ouais. Et en fait, il était assistant, ce réalisateur de... je sais plus comment il s'appelle, le réalisateur de Goodbye J'ai oublié Lénine. aussi. Mais c'était son assistant sur ce film-là. Et en fait, c'est un peu un contre-pied, quoi, de ces films un peu historiques, mais un petit peu... Une histoire... c'était pas si dur que ça, quand même. Et puis, on regrette. Et puis, c'est un peu joli. T'as des couleurs un peu pastel. Et puis, c'est quand même ça représente une jeunesse un peu cool. Ouais, là, c'est différent. Là, c'est un Ouais, jeune là, c'est oisif vraiment, qui erre. Et dans ça Berlin. pourrait se passer à Paris, en fait. Mais pourquoi je tu l'as pense. choisi celui-là? Enfin, est-ce que ça retranscrit un peu, toi, ta façon d'habiter à Berlin ou pas du tout? Et c'est pour ça que tu l'as choisi? J'avais trouvé que c'était un beau film allemand, quoi. Un film un peu... un peu inattendu. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être Jean-Pierre Léaud à Berlin, quoi. On y revient, mais... Et on y reviendra un peu plus tard. Ouais, Jean-Pierre Léaud. Mais pas tout de suite. Mais plus qu'une question, parce qui est assez... où tu nous as répondu des questions... Enfin, des réponses assez intéressantes, parce qu'on t'avait demandé, en référence à Uzbek Erika, qui a cette terminologie-là, un film à transmettre aux générations futures. Et qui nous a d'abord répondu... N'importe quel film vu en salle, puis j'ai du mal avec les films à message. Ouais, ça m'énerve. Et enfin, Naissance des pieuvres et Tomboy, si tu devais les montrer à un ado. Ouais. Donc, explique-moi le cheminement de pensée entre ces trois questions et pourquoi ça pourrait être trois réponses de films à transmettre à des générations futures. Je lisais, je crois, l'œuvre de Preciado, Paul B. Preciado, le philosophe. Et en fait, je me faisais la réflexion, en repensant à cette question, je me suis dit, mince, s'il y a bien une cinéaste qui parle exactement de ce que Preciado a théorisé
est en train de théoriser et qui parle aujourd'hui à de plus en plus de gens, à savoir la question du genre et de la non-binarité. Du trouble. Du trouble, exactement. Je me disais que s'il y a bien une cinéaste qui, il y a 10 ans, en parlait aussi déjà très bien, et je me souviens qu'à l'époque, ça avait un peu interpellé en fait la critique et le public, et je pensais surtout à Tomboy. Tomboy qui met en scène une petite fille, Laure, alors vraiment de mémoire parce que je l'ai pas vue depuis très longtemps, mais une petite fille, de mémoire, c'est l'été. Elle vient de s'installer, je crois. C'est ça, elle vient d'emménager. Elle vient d'emménager, et donc en fait on la prend pour un mec, pour un petit garçon, et elle en profite. Elle se dit ouais, ok, je vais me faire appeler Michael. Et en fait elle a moi je me souviens d'une espèce d'été de liberté pour cette petite fille qui peut enfin être aussi libre que les garçons, quoi, ou tout simplement libre, quoi. Libre. Et je me souviens surtout de cette scène. Il y a un moment où tu la vois un peu hésiter. Elle est appelée par les autres petits garçons. On lui demande de venir jouer au foot. Et tu la vois un peu hésiter, et elle commence à ôter son t-shirt. Tu la vois directement se redresser, un peu fière. Elle y va. Et en fait, il y a limite de l'affirmation. Enfin, c'est limite héroïque sur le moment. Donc ouais, Tomboy. Et puis même La naissance des pieuvres, en fait. Tous ces films sur le trouble de l'âge adolescent. Je crois qu'on n'a aucun cinéaste qui en parle comme Céline Sciamma, quoi. Mais parce que tu parlais de liberté, juste avant, qu'il y avait un sentiment de liberté où elle pouvait, par exemple, elle discute juste avant avec une petite fille qui ne peut pas aller jouer au foot parce que les garçons refusent qu'elle joue, parce qu'elle est trop nulle. Et parce que c'est une fille. Et parce que c'est une fille. Parce qu'elle est identifiée comme fille. Exactement. Et en fait, donc, Laure, alias Michael, enlève son t-shirt. Et en même temps aussi, on la voit un petit peu après répéter les gestes des garçons, c'est-à-dire marcher d'une certaine manière, cracher par terre. Enfin, et en même temps, il y a cette liberté où elle peut sortir des carcans de son genre, et en même temps où elle doit correspondre et donc rentrer dans un autre carcan. Moi, ça m'avait marqué où voilà, elle devait correspondre au code, en fait. Et mais est-ce que c'était pas un jeu ? Je me souviens plus, mais est-ce que c'était pas un exercice, si tu veux ? C'était, tu sais, essayer de faire que... Ce qui fait partie, je pense, de... Quand tu es en recherche de qui tu es, tu as besoin aussi de te mettre dans un autre carcan pour dire, bah non, en fait, ça me plaît pas, quoi. Bof. J'en veux pas. Mais ouais, ça m'avait marqué. Et je me souviens que à l'époque, il y avait... Je crois que t'avais pas mal de critiques qui disaient est-ce que c'est pas le premier film sur un enfant qui serait trans ou... Et je crois que Sciamma à l'époque avait dit ben non, il s'agit pas de ça, ou d'un enfant qui se découvrirait lesbienne, quoi. Non, bah justement, d'où le mot tomboy. Oui, garçon. Elle a pas utilisé garçon manqué. Non, elle a vraiment utilisé le mot tomboy. Et c'est ça qui est fort, quoi. Ouais. Qui s'est un peu popularisé à ce moment-là, en fait. Donc à envoyer dans une petite capsule pour le futur. Je pense. Et en tout cas, totalement visionnaire, quoi. Et singulier. On va finir avec notre question préférée, qui est quel est ton film refuge ? Je sais plus. Tu nous as répondu pas mal de choses dont tu nous as déjà parlé, mais tu nous as répondu par Baiser volé de Truffaut, avec toujours ce cher Jean-Pierre Léaud. Oui, c'est trop bien.
Baiser volé, c'est un petit bisou. Oui. C'est un bonbon. Toi, et tu trouves, Ah, mais tu baiser trouves- volé, toujours baiser volé, ouais, c'est... Bah, ça marche toujours. Moi, c'est vrai que j'avais- c'est un très très bon refuge, je trouve. Mais oui, en fait, moi, je l'avais classé à une époque, j'avais une espèce de dossier sur mon ordi, ça s'appelait film bonbon. Et en fait, je mettais tous les films où je savais, bon, si t'es un peu bof, bah, tu te mets à baiser volé et ça marche, quoi. Ça marche, c'est un petit bisou sur la joue, c'est tendre, c'est... Ouais, baiser volé. Puis il y a Delphine Seyrig. Oui, bah c'est ça, avec quand même un rôle très très marquant pour Delphine Seyrig. Mais c'est ça. Et c'est un film à la fois très littéraire, quoi. Moi, je pense que de tous les films aussi, pour beaucoup, hein, qu'on a évoqués, l'un des autres points communs, ok, assez souvent, c'est du cinéma théâtral que j'aime, mais c'est aussi le cinéma littéraire. Truffaut, c'est un fou de livres, et je trouve que dans Baiser volé, même dans toute sa filmo, en fait, je crois, ça se ressent, quoi. Baiser volé, c'est... d'ailleurs, le personnage incarné par Jean-Pierre Léaud, Antoine Douanel, est un fou de littérature aussi. C'est ça, il lit Balzac. Il lit Balzac et il compare sa rencontre avec Fabienne Tabar, incarnée par Delphine Seyrig, à la rencontre de Félix de Vandenesse avec la comtesse de Morsauf. C'est ça, dans le Lys, dans la vallée. Dans la vallée. Mm. Et pas la duchesse de Langeais. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que Seyrig a joué dans une adaptation du Lys dans la vallée. Elle joue la comtesse de Morsauf. Donc quand tu revois la scène où en fait elle lui dit « Mais mon cher Antoine, je ne suis pas une apparition, je suis une femme », et donc elle fout la clé dans ce vase, là en disant « Nous mettrons la clé avec cette voix encore incroyable ». Et ils font ce qu'ils ont à faire, quoi. Mais c'est vraiment, c'est vraiment le film un petit peu doudou, quoi. C'est tendre et... Ouais. Merci Lila d'être venue. Merci beaucoup à Gabriel Régnier pour la musique, à Anna Mandico pour les dessins. Et on vous dit bon visionnage de tous ces films que nous avons conseillés. Enfin, que Lila a conseillés.